Agent Aircom, bonjour. Donc effectivement, grâce à votre travail, maintenant nous savons qu'un écosystème est vraiment un ensemble qui est en équilibre, aussi bien avec les composantes non vivantes que les composantes vivantes. Oui, c'est ce que nous avons pu comprendre et c'est ce que j'ai pu mettre dans les bases de données grâce aux différents schémas que vous avez faits pour montrer ces équilibres, notamment dans les réseaux alimentaires. Du coup, pour bien le mémoriser, vous allez noter dans votre interface de travail le cours suivant. Grand 3, les êtres vivants sont en équilibre au sein d'un écosystème. Sautez une ligne, définition à la ligne. Espèce invasive, espèce animale ou végétale qui est déplacée dans un écosystème qui n'est pas le sien et qui envahit le nouvel écosystème en perturbant son fonctionnement. Point à la ligne. Réseau alimentaire, schéma représentant les relations alimentaires entre êtres vivants au sein d'un écosystème. Point. Donc, comme on peut le voir sur un schéma de réseau alimentaire comme celui que vous avez fait, ou d'autres qui existent sur d'autres écosystèmes, chaque être vivant a une importance et a trouvé une place qui est la sienne. Souvent, il se nourrit de quelque chose et il est la proie de quelque chose d'autre. S'il disparaît, le chaînon qui est en dessous va être modifié et celui qui est au-dessus va être modifié en ayant parfois des impacts qui peuvent aller jusqu'à modifier l'homme. Du coup, vous notez la suite du cours. Dans un écosystème, chaque être vivant a une, entre guillemets, place, un rôle en équilibre avec les autres êtres vivants, notamment dans les réseaux alimentaires. Point. Mais vous avez vu aussi que l'être humain peut modifier ces réseaux en amenant un être vivant qui n'a pas sa place dans l'écosystème. Oui, c'est le cas du frelon asiatique qui a été importé dans nos régions et qui du coup perturbe tout l'équilibre en détruisant de très nombreuses abeilles. Vous allez voir une vidéo qui va vous expliquer un peu ce que sont les espèces invasives, que vous puissiez voir qu'en fait le frelon asiatique n'est pas du tout un cas isolé, il en existe de nombreuses autres. Selon une étude récente, il y a actuellement plusieurs centaines de millions de lapins en Australie. En moyenne, ça fait 26 lapins au kilomètre carré et 9 fois plus de lapins que d'habitants. Alors qu'il n'y a jamais eu aucun lapin en Australie avant 1859. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En 1859, l'anglais Thomas Austin décide de partir habiter en Australie. Mais une fois arrivé sur place, il s'ennuie un peu quoi. Il était passionné de chasse aux lapins et ça lui manque un peu de plus pouvoir pratiquer son activité favorite. Il va donc faire un petit aller-retour pour aller chercher 12 couples de lapins d'Angleterre et les ramener en Australie. Tout content de son affaire, il relâche les lapins dans sa propriété. 60 ans plus tard, la population de lapins en Australie est passée de ses 24 lapins à 50 millions. Et c'est devenu un problème majeur pour l'Australie. Mais là vous êtes censé vous dire, nous aussi on a des lapins en Europe et c'est pas pour autant qu'ils nous causent problème, voire même on s'en fout un peu. Comment ça se fait qu'ils se développent aussi rapidement en Australie et pas en Europe? C'est le mathématicien Alfred Lotka qui apporte la réponse mathématique et voici ses équations. Bon, ça paraît chiant comme ça, mais c'est vraiment pas aussi compliqué que ça en a l'air. En gros, il relie la population de deux espèces. L'une étant la proie et l'autre étant son prédateur naturel. Et dans notre cas du lapin qui arrive en Europe, on va dire que le lapin c'est la proie et que son prédateur naturel c'est le chat sauvage. Parce que c'était un carnivore assez présent en Europe à l'époque. Lorsque le lapin est arrivé en Europe il y a 2 millions d'années, il n'y avait pas beaucoup de chats sauvages dans les forêts européennes. Mais une fois que le lapin s'est répandu, le chat a vu sa quantité de nourriture disponible grandement augmenter grâce à cette arrivée de proie. Et ainsi augmenter son nombre de reproduction et donc son nombre de descendants. Ces descendants vont évidemment avoir besoin de nourriture pour se développer, ce qui va du coup faire diminuer énormément la population de lapins, mais comme le nombre de lapins diminue, le nombre de chats diminue également. Bon là je pense que vous avez compris, comme le nombre de chats diminue, le nombre de lapins augmente et ainsi de suite. On obtient donc ces courbes dites sinusoïdales qui se répètent jusqu'à un moment d'équilibre. Mais pourquoi on voit pas ça en Australie? Tout simplement parce que le lapin en Australie ne possède aucun prédateur naturel. Et à la place d'une courbe sinusoïdale, on a une courbe qui ne fait qu'augmenter de plus en plus vite. La question du lapin est encore au cœur des débats chez les politiques australiens. Et c'est bien normal étant donné que ces millions de lapins ravagent l'économie du pays. Ils ravagent les cultures, appauvrissent les sols et provoquent une chute de la biodiversité en Australie. Car les autres espèces ont énormément de mal à trouver de la nourriture. Le lapin en Australie est ce qu'on appelle une espèce envahissante. C'est-à-dire une espèce qui a été introduite
produites par l'homme et qui causent des problèmes écologiques, économiques ou sanitaires majeurs. Alors faut pas trop se moquer des Australiens parce qu'en Europe de l'Ouest on n'est pas franchement mieux. Par exemple, vous voyez cette tortue? Je suis sûr que vous connaissez tous quelqu'un qui en possède une ou qui en possédait une. Et c'est pas étonnant, à partir des années 70, les animaleries européennes commencent à importer ces tortues d'Amérique. Ils les vendent lorsqu'elles sont encore jeunes et ils oublient de prévenir leurs acheteurs qu'elles vont grandir jusqu'à atteindre 30 cm. Les acheteurs, voyant les tortues grandir énormément, vont décider de les relâcher dans la nature car ils n'arrivent pas à s'en occuper. Et une fois dans la nature, elles vont entrer en compétition avec les autres espèces présentes, mais elles seront grandement avantagées. Alors elles sont plus grandes, plus lourdes et elles ont une reproduction beaucoup plus précoce. Nos tortues européennes sont grandement menacées à l'heure où je vous parle, sachant que l'introduction d'espèces envahissantes est la deuxième cause de diminution du nombre d'espèces, juste après la destruction des habitats par l'homme. Alors diminuer nos émissions de dioxyde de carbone ou créer des réserves naturelles, c'est bien, mais on ne pourra pas préserver la biodiversité sans faire beaucoup plus attention aux risques que représentent les espèces invasives. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez bien compris que les espèces invasives pouvaient être diverses. Même un gentil petit lapin peut être une espèce invasive en Australie, par exemple. Du coup, vous notez dans votre cahier la suite du cours. Quand les êtres humains déplacent des êtres vivants dans un écosystème qui n'est pas le leur, virgule, ils peuvent déséquilibrer l'écosystème d'arrivée. Point. C'est ce qui arrive avec des espèces invasives, souvent importées par intérêt économique, mais qui posent de gros soucis aux êtres vivants locaux. Point à la ligne. La mondialisation des transports est aussi un vecteur important pour les espèces invasives, entre parenthèses, comme pour le frelon asiatique. Point. Finalement, si je comprends bien, au sein d'un écosystème, il y a de nombreux échanges. Des échanges de matière pour les réseaux alimentaires, mais aussi des échanges d'énergie ou d'informations pour ceux qui font attention, ou des échanges de bons procédés, quand par exemple certains animaux en aident d'autres pour se reproduire. C'est cette dynamique, ces échanges qui se font au sein de l'écosystème, que vous étudierez la prochaine fois, car j'ai besoin de plus d'informations là-dessus. En attendant, je vous dis au revoir, apprenez bien votre leçon, et à bientôt pour une nouvelle mission.